Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour 5 nouveaux threads d'horreur. Et aujourd'hui la question va parler de phobie. Quelle est votre plus grosse phobie? Parce que ouais, on est quand même sur des threads d'horreur, donc le but c'est de se faire peur un petit peu, voilà, sans trop avoir peur non plus. Mais j'aimerais bien connaître voilà vos phobies. Est-ce que c'est la thalassophobie, la coulrophobie, arachnophobie? Voilà, je ne sais pas. Je peux pas, je suis pas dans votre tête donc je peux pas savoir forcément, je suis quelqu'un de logique moi. Ouh là, attention. Et moi, attendez, je vais réfléchir, mais j'en vois pas là comme ça qui me viennent, voilà. Cherchez pas, vous ne l'aurez pas, je vais vous montrer quelque chose, c'est celle des canapés convertibles. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, je vais te mettre une photo d'un mécanisme d'un canapé lit à l'ancienne, etc. Et avec ce canapé lit, quand j'étais petit, j'ai failli perdre un doigt. Voilà, ce doigt ne devrait plus là, clairement. Et franchement, je te raconterai ça dans une anecdote, mais c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Vraiment pas. Voilà, donc j'ai failli perdre un doigt grâce à ces systèmes de canapé et l'histoire encore derrière, elle est encore plus folle. Allez, intro bien trop longue, je te propose de prendre ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Chloé et tout commence la nuit du Nouvel An. Et franchement, elle a passé au moins 1 à 2 semaines à saouler toute sa famille et à dire que cette année, elle la sentait pas. De 1, son conjoint travaille de nuit. Ses amis sont malades et elle se retrouve donc seule pour passer cette nuit et fête cette nouvelle année. Il est minuit, c'est le nouvel an, elle se sert un petit verre histoire de fêter ça. Étant de nature joviale, elle met un petit peu de musique et s'amuse à danser et jouer avec ses petits chats. Comme à son habitude, Chloé fait en sorte que son appartement soit propre pour le retour de son copain. Et elle n'a plus qu'à descendre sa poubelle pour que tout soit nickel. Elle descend donc, dépose sa poubelle à l'extérieur du bâtiment, quand soudain elle entend un bruit, puis des sortes de gémissements. Elle s'éloigne un peu de la porte d'entrée et regarde d'où ça peut venir. C'est là qu'elle voit une forme humaine au sol, elle est vêtue tout de noir et fait environ sa taille, 1m70. Bon, c'est une soirée de fête, donc Chloé se dit que c'est sûrement une femme en détresse, voire ivre, qui n'arrive pas à rentrer chez elle. Elle s'approche de cette personne et demande doucement « Excusez-moi, est-ce que tout va bien ?» La personne se retourne vers elle et la regarde. Ce n'est pas une femme, mais un homme qui a un cache-cou et une capuche. Et là, d'un coup, elle ressent une forte douleur dans l'abdomen. Elle baisse les yeux et découvre avec effroi que cet homme, en se retournant, lui a donné un coup de couteau. Ensuite, l'inconnu la regarde dans les yeux et tourne sa lame dans sa chair avant de la retirer lentement. Le regard de cet homme est plein de folie et la hante même encore aujourd'hui. Une fois que l'arme est retirée, elle entend une autre voix masculine plus loin dans l'allée de sa résidence et elle aperçoit une silhouette bien plus grande et large. Le type au couteau se retourne vers lui et c'est à ce moment-là que Chloé décide de se cacher dans un buisson et de se déplacer lentement pour s'approcher de sa porte d'entrée. Elle entend alors le plus grand hurler au plus petit « Mais qu'est-ce que t'as foutu? On n'est pas là pour ça !» Alors là il va se passer un truc de ouf, mais l'agresseur de Chloé se met à rire et à crier « Ah, pardon madame !» Elle les aperçoit discuter et c'est là qu'elle comprend alors qu'ils sont là pour faire du repérage de cambriolage. Et ayant ses clés sur elle, elle ne doit pas se faire attraper. D'autant plus qu'elle est seule et blessée face à 2 hommes. Elle réussit à courir vers la porte d'entrée et il n'y a pas d'ascenseur. Elle rampe donc dans les escaliers et arrive chez elle. Chloé regarde ses mains et elles sont couvertes de sang. Elle va directement se nettoyer puis attrape le plus de compresses possible dans son placard. Elle appuie fort et appelle le 17. Elle fait un malaise et 8 minutes plus tard, toujours pas de réponse du 17. Elle appelle donc son conjoint qui est policier et en service. Et il sait très bien que jamais elle ne l'aurait appelé si ce n'était pas une urgence. Elle fait la description rapide des 2 hommes étant donné qu'elle a peur de perdre la mémoire. Ensuite, elle appelle le SAMU. Chloé est vite prise en charge et emmenée à l'hôpital. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'empreinte puisque oui, le gars n'a pas laissé le couteau dans le ventre et la description des types est assez floue. Bref, une histoire qui n'a pas de coupable, ce qui crée maintenant une paranoïa chez elle à chaque fois qu'elle sort, car elle se dit que n'importe qui peut la planter. Bon, ça c'est la première partie, passons maintenant à la seconde partie. On connaît tous les soucis que connaît le personnel de santé en France, et franchement, Chloé leur apporte tout son soutien. Mais malheureusement, ils ont oublié de lui donner des antibiotiques, et ils ne lui ont pas prescrit d'infirmière, ils lui ont juste dit de revenir 15 jours plus tard pour les points de suture. Donc 15 jours plus tard, elle a enlevé ses sutures. Mais quelques jours après, elle constate qu'elle a de la fièvre et qu'elle a une masse dans l'abdomen. Et elle se souvient à ce moment-là qu'à l'hôpital, on lui a dit que la lame n'était pas propre. Et elle se souvient qu'ils ont oublié de lui prescrire des antibiotiques. Elle retourne à l'hôpital et passe des examens. Et elle a une forte infection. Et elle commence à se répandre. Elle passe également une échographie pour voir qu'est-ce que c'est que cette masse. Mais comment vous dire, ils l'ont oublié dans le service.
Elle essaye d'appeler quelqu'un dans les couloirs, mais personne ne répond. Chloé est sortie de son brancard, tout était vide, c'était comme dans l'épisode 1 de Walking Dead. Elle se souvient du chemin, elle prend son brancard avec elle et retourne aux urgences sous les yeux ébahis des infirmières. Après un traitement intensif de gros antibiotiques, elle s'en sort enfin. À cause de cette infection, elle a été malade et sa plaie n'arrêtait pas de s'ouvrir. À ce jour, ça va beaucoup mieux, même si certains de son entourage lui disent qu'elle a provoqué cet incident. Alors c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur et la phrase choquante, c'est les proches qui disent « Ouais, bon, c'est un peu de ta faute, hein. C'est un peu... Comment ça, c'est de sa faute? Elle sort les poubelles au jour de l'an, elle a le droit, hein, si elle a envie de sortir ses poubelles. Elle prend un coup de couteau. Je vois pas en quoi elle a fail quelque chose. Genre, il y a quelqu'un par terre, plus ou moins. Elle demande bon, si la personne va bien. Je vois pas en quoi elle a fait quelque chose de mal. Enfin bref, du grand nawak, les gens autour comme ça, des familles, des fois, ouais, mais t'as cherché un peu. Non, pas du tout. Bref, ça m'agace et on va passer au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Pauline et tout ceci s'est passé quand elle avait 18 ans et qu'elle est en 2e année d'université. Elle vient tout juste de sortir d'une relation de 6 ans et elle commence à se lancer dans le monde des rencontres. Elle télécharge donc notre application de rencontres favorite, Tinder. Ah, ça fait beaucoup de threads d'horreur, donc forcément voilà. Et elle commence à regarder les nombreux profils qui se proposent à elle. Alors, il faut savoir qu'elle ne veut pas parler à quelqu'un qui va dans son université parce qu'elle ne veut pas tomber sur quelqu'un qui pourrait la croiser. Pauline finit par écrire à un mec et ce type, on va l'appeler Marc. Ce fameux Marc, il a 20 ans et il étudie à l'université voisine, c'est-à-dire à 15 minutes de la sienne. Il a un selfie et quand elle va sur son profil, eh bien elle peut voir 2 photos de groupe. Tout le monde sur la photo semble plus âgé, mais sur le moment, elle n'y fait pas trop attention. Donc elle commence à discuter avec lui et très vite il va lui demander son numéro de téléphone. Pauline lui dit dans un premier temps que c'est vraiment trop tôt pour qu'elle donne son numéro. Mais au fil des conversations, il est très insistant et elle finit par céder. Après environ 2 jours de discussion, il commence à demander des photos d'elle un petit peu plus provocatrices. Elle lui fait bien comprendre qu'elle ne le fera pas et l'éteint directement. Elle lui dit que des relations comme ça ne l'intéresse pas du tout. Marc lui dit donc qu'il est désolé et qu'il a hâte de la rencontrer pour pouvoir l'embrasser et à chaque fois qu'il dit ça, Pauline essaye de changer de sujet. Elle se sent vraiment mal à l'aise. Il y a une petite chose à savoir, c'est que Marc et elle ont prévu de se rencontrer, alors qu'il faut prendre en compte que cela ne fait que 1 semaine qu'ils se parlent. Marc lui dit qu'il connaît un bon restaurant indien près de l'école et qu'ils iront faire une promenade dans le centre-ville. Pauline a accepté parce que c'est un lieu public. Le jour du rendez-vous arrive et encore une fois, elle a ce sentiment étrange qui l'envahit. Là, elle va voir sa coloc et lui dit ce qu'elle a prévu pour ce rendez-vous. Et sa colocataire lui dit qu'il faut garder son téléphone sur elle et que si elle a besoin, elle peut l'appeler à tout moment. Quelques heures avant le rendez-vous, Pauline attrape froid aux yeux, de plus sa voiture ne veut pas démarrer et directement, elle en parle à Marc. Elle lui demande s'ils peuvent reprogrammer le rendez-vous. Mais là, il lui propose de venir la chercher. Et Pauline lui dit que non, c'est pas possible et qu'ils vont devoir reporter le rendez-vous. Mais il continue d'insister et commence à la faire culpabiliser. Il lui dit à quel point il attend avec impatience cette journée-là depuis plusieurs jours et que là en ce moment il est vraiment blessé qu'elle ne veut plus le voir. Il lui dit également qu'il est vraiment disposé à prendre soin d'elle mais que Pauline ne lui donne pas sa chance. Et malheureusement elle cède et accepte qu'il vienne la chercher. C'est l'une des pires décisions de sa vie. Malgré les sentiments qu'elle éprouve, elle lui donne des informations pour qu'il se rende au parking à l'extérieur de son dortoir. Et dès qu'elle monte dans la voiture, Pauline réalise que ça va être probablement un rendez-vous horrible. Tout de suite, il essaye de lui tenir la main et lui demander s'il peut l'embrasser, ce qu'elle refuse bien sûr, et Marc démarre la voiture. Sur le chemin de leur destination, il laisse entendre que, en fin de compte, ils ne vont pas aller au restaurant prévu, et que finalement, ce serait mieux d'aller chez lui, parce que c'est beaucoup plus cool et qu'il va lui préparer le dîner. À ce moment-là, le cœur de Pauline se serre et elle commence à faire une crise de panique. Directement, elle envoie un message à sa colocataire pour lui faire savoir. Même sa coloc est inquiète pour elle. Et elle lui rappelle que si jamais, elle viendra la chercher au moindre problème. Encore une fois, elle ne sait pas pourquoi, elle n'écoute pas son instinct. Et elle dit que tout va bien se passer et que bon, ils arrivent chez lui. Alors je peux vous dire que Pauline, quand elle découvre l'appartement de ce gars, elle va littéralement déchanter. C'est dégueulasse de partout. Il y a des ordures et il y a des vêtements sales qui traînent un peu partout. Il y a même de la vaisselle un petit peu partout qui d'ailleurs est sale bien évidemment. En voyant la réaction de Pauline, Marc lui dit « Non mais t'inquiète pas, on va aller dans ma chambre, c'est juste que mon colocataire il est à la maison et qu'il aime pas avoir de la compagnie. » Et malheureusement, quand elle rentre dans sa chambre, c'est pire que tout.
C'est la pièce la plus dégueulasse de l'appartement. Pour vous dire, il n'y a même pas un chemin pour aller s'asseoir sur le lit. Il n'y a pas non plus de chemin pour aller à la salle de bain. C'est le bordel total, il y a des détritus partout. Tu ne peux pas marcher par terre sans que tu écrases quelque chose. C'est vraiment horrible à vivre. Marc se met à déblayer un petit peu le lit ici et là et au bout d'un moment, ils peuvent enfin s'asseoir sur le lit. Il va allumer la télé et ils vont mettre un film. Alors pour tout nous dire, elle ne se souvient pas du tout du film. Elle se souvient juste de la puanteur de cette pièce. Et en plus, ce mec commence à lui faire des avances dans cette crasse. Marc commence doucement à lui frotter le dos et les épaules. Mais Pauline s'éloigne et essaye de mettre une certaine distance entre eux. Mais cela ne fonctionne pas. Après quelques minutes, il commence à s'imposer à elle et il l'embrasse de force et il lui tient la tête pour qu'elle ne puisse pas bouger. Elle ne sait pas comment, mais il finit par se retrouver sur elle et il la bloque avec tout son poids et elle ne peut pas bouger d'un pouce. Pauline, elle est paralysée par la peur. Marc ne va pas plus loin car dès qu'il est sur elle, il s'enfuit en courant vers les toilettes et il se met à vomir. Elle n'a jamais été aussi reconnaissante que quelqu'un se mette à vomir. Quand il sort des toilettes, il s'excuse d'être tombé malade. Il lui dit que ça arrive souvent en ce moment. Puis il lui dit qu'il va la ramener chez elle. Pauline se relève et se redresse et elle le suit. Elle ne sait pas s'il va essayer de tenter autre chose et elle ne veut pas l'énerver ou dire quoi que ce soit de mal par peur. Alors elle essaye de faire comme si rien ne s'était passé pour rentrer chez elle et enfin être en sécurité. Marc s'arrête devant son immeuble et lui dit qu'il veut se rattraper. Pauline hoche la tête et lui dit au revoir et sort de la voiture. Une fois à l'intérieur, elle le bloque. Elle l'a signalé sur Tinder et elle a supprimé cette application. Elle a pris également des mesures supplémentaires pour le bloquer sur tous les autres réseaux sociaux possibles. Au début, elle n'a parlé à personne de cette expérience car elle était gênée de s'être mise dans cette situation toute seule. Le temps passe et elle reçoit des appels provenant de numéros inconnus. Et lorsqu'elle répond, il n'y a personne qui parle. Elle bloque donc ces fameux numéros, mais à chaque fois, un autre numéro prend le relais. Pauline n'en peut plus et elle finit par changer de numéro de téléphone car ça ne fait que sonner. Bien sûr, ça pourrait s'arrêter là vu qu'elle a changé de numéro et qu'elle est maintenant tranquille sur son téléphone. Sauf que ça va continuer sur les réseaux sociaux. Elle reçoit des messages d'inconnus sur Facebook et Instagram qui proviennent de différents comptes. Les messages disent des choses comme « Bah, pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu ne me parles plus ?» Et plus le temps passe et plus ces messages deviennent agressifs et menaçants. Pour vous dire, la colocataire de Pauline commence même à recevoir des messages. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de tout dire à sa coloc. Cette dernière dit alors à Pauline qu'il faut absolument aller voir les policiers, ou alors le dire à ses parents. Ce qu'elle n'a pas fait étant donné qu'elle a trop peur. Mais comme Pauline ne bouge pas, eh bien les choses empirent et elle commence à recevoir des photos d'elle. Vraiment très chelou. Des photos d'elle qui se promènent sur le campus, à la cantine ou même en classe. Ensuite, elle en a même reçu en étant dans son dortoir, ce qui est très effrayant puisque la photo est prise par la fenêtre de sa chambre qui est au 2e étage. Cependant, la rue principale est une colline qui est au niveau de sa fenêtre et donc ça lui fait face. Depuis la colline, il y a une vue directe sur sa fenêtre. Pauline décide de parler de ça à sa coloc et sa colocataire n'a pas cherché à comprendre plus et elle l'a prise avec elle et l'a emmenée au bureau de sécurité universitaire. Le chef de la sécurité est très inquiet et il finit même par appeler la police et elle a fait un rapport avec eux. Les messages continuent, les photos aussi et ça fait maintenant une semaine depuis qu'elle a parlé aux policiers. Jusqu'au jour où Marc l'attrape par le bras et il essaye de l'emmener jusqu'à sa voiture. Alors oui, c'est un petit peu brut comme ça, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Elle était tranquillement sur le campus universitaire et d'un coup, son bras a été tiré par quelqu'un. Elle s'est vaguement retournée et elle a pu voir que c'était Marc. Mais cette fois-ci, Pauline ne s'est pas laissée faire. Elle s'est mise à crier de toutes ses forces. Et heureusement pour elle, il y avait quelqu'un de la police du campus qui était toute proche. Marc s'est fait arrêter et il a été banni de son campus. Et depuis, elle n'a plus de nouvelles de lui. Cette expérience s'est passée il y a quelques années. Alors forcément, il y a quelques souvenirs qui sont flous. Étant donné aussi qu'elle essaye d'effacer ça de sa mémoire. Peu de gens savent ce qui lui est vraiment arrivé. Même sa famille n'est pas au courant. Les seules personnes qui savent vraiment ce qui s'est passé sont son ancienne colocataire, la sécurité du campus, la police, une thérapeute et depuis l'autre soir, son fiancé. Si elle nous raconte tout ça, c'est pour nous faire prendre conscience des dangers de rencontrer des personnes en ligne. Alors bien sûr, toutes les rencontres en ligne ne sont pas forcément mauvaises. Elle en est la preuve, son fiancé, elle l'a rencontré sur un site de rencontre. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors les gens, il y a un truc qu'il faut faire absolument tout le temps et c'est une règle à ne pas... il faut pas la transgresser, s'il vous plaît. Alors quand vous sortez avec quelqu'un en ligne que vous ne connaissez absolument pas, déjà prévenez quelqu'un, comme elle l'a fait là avec sa coloc ou quoi, mais prévenez des gens autour de vous.
dites ouais voilà, tu dois me rappeler ce soir, comme ça tu sais où je suis et je te confirme, voilà. Et s'il vous plaît, allez dans des lieux publics, s'il vous plaît, vraiment, comme ça il y a du monde autour et tu peux te mettre à crier s'il se passe quelque chose. Voilà, mais faut pas aller chez la personne là, clairement, malheureusement, c'est pas sa faute, hein, bien évidemment, elle a tenté d'y aller et tout, elle aurait pas dû, voilà, ce qu'il lui a fait, c'est impardonnable. Mais s'il vous plaît, essayez de limiter les dangers. Vous faites ça, premier rendez-vous dans un café, tu vois, un petit Starbucks ou quoi, on s'en fout, n'importe quelle marque, si tu veux, je connais pas d'autres marques, Columbus, voilà, histoire de dire plein de marques, voilà. Mais tu vas dans un restaurant, tu vas dans un truc avec public, avec du monde, quoi. Voilà. Et là, déjà, tu te feras un vrai avis sur cette personne, est-ce qu'elle vaut le coup? Et ensuite, je te laisse faire ta vie, hein. Voilà, on va passer au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lola. Elle est au lycée à Rouen et elle est logée en famille d'accueil pendant la semaine pour éviter les allers-retours car sa ville d'origine est à plus de 1 heure de trajet. Par contre, elle rentre tous les week-ends chez elle pour voir ses parents. L'histoire se passe un lundi, elle vient par conséquent de prendre le train pour aller en cours dans son lycée. Quand elle remarque qu'elle a oublié son manteau chez ses parents. Sauf que c'est essentiel pour elle étant donné qu'il fait très froid. On est en hiver à ce moment-là, donc il pleut et il gèle pratiquement tous les jours. Quand elle en parle à ses parents, elle se fait passer un petit savon et ils lui disent qu'ils vont trouver un moyen durant la journée pour qu'elle puisse le récupérer. À 15 h, son téléphone sonne, c'est sa mère qui lui dit qu'une collègue de boulot vit à Rouen et elle va lui ramener à une condition. La collègue choisit l'heure et le lieu du rendez-vous. Bon, Lola, elle a pas trop le choix d'accepter. Plus tard dans la journée, son téléphone sonne, c'est un numéro inconnu qui lui écrit. Elle en déduit à juste titre que ça ne peut qu'être la dite collègue que l'on va appeler Sonia. Sonia lui donne rendez-vous à 20 h à la gare de Rouen. Lola râle un peu car elle a à peu près 30 minutes de marche pour y aller et il fait froid. Il fera nuit étant donné que c'est l'hiver. Mais bon, encore une fois, elle n'a pas son mot à dire dans l'histoire. Car c'est elle qui a oublié son manteau, donc elle accepte un petit peu quand même. Vient le moment où elle quitte la chaleur de la maison pour rejoindre le froid de l'extérieur. Après 35 minutes de marche environ, elle arrive enfin à la gare avec un peu d'avance. Lola se pose à un endroit protégé des courants d'air et attend que Sonia l'appelle pour lui indiquer son heure d'arrivée. C'est là qu'elle remarque pour la première fois, appuyé contre un mur, un homme qui est habillé tout en noir et qui a sa capuche sur la tête et il est également sur son téléphone. Il a un cache-cou qui est remonté juste sous son nez, d'ailleurs c'est le seul élément qu'elle peut voir de son visage. Elle se dit que ce type peut faire un parfait méchant de film d'horreur. Après 15 minutes, Sonia arrive. Lola récupère enfin son manteau qu'elle enfile directement. Elle la remercie et reprend le chemin du retour. À ce moment-là, elle voit du coin de l'œil que la personne qu'elle a repérée auparavant s'en va également. Elle commence à monter la première rue et elle a la musique à fond dans son casque. Arrivée au bout, elle tourne à droite et regarde rapidement la rue d'où elle vient. Et l'homme de tout à l'heure est à 5 mètres d'elle. Elle continue d'avancer et prend une nouvelle rue. Elle n'est quasiment pas fréquentée. Et elle apprend car c'est un raccourci pour arriver plus rapidement chez elle. Avant de tourner encore une fois, elle regarde derrière elle. Et l'homme est toujours là. Mais cette fois, il est de l'autre côté de la rue où les lampadaires ne fonctionnent pas. Lola ne dit rien, sa priorité en ce moment c'est de rentrer et de se réchauffer au plus vite. Cependant, cette fois, l'homme se rapproche un peu plus. Il est maintenant derrière elle, à 3 mètres derrière elle. Encore une fois, le même schéma. Elle prend une nouvelle rue, jette un coup d'œil et qui elle voit, bien sûr, c'est lui. Par contre, cette fois, elle commence sérieusement à se poser des questions. Car il n'y a vraiment personne qui fréquente cette rue. Donc, elle sera vraiment toute seule. Par sécurité, cette fois, elle coupe la musique mais garde son casque. Elle continue d'avancer, mais elle fait plus attention qu'avant. Maintenant, elle entend des claquements de doigts toutes les minutes environ. Dans sa tête, c'est vraiment la panique, car ça lui est jamais arrivé de se faire suivre dans la rue. De plus, elle se décrit comme quelqu'un qui n'est pas spécialement attirante physiquement. Donc que quelqu'un la suive, c'est pratiquement impensable. Enfin, elle pense que ça n'arrive qu'au canon de beauté. Jamais ça ne pourrait lui arriver. Bref, elle continue à marcher, mais là, elle essaye d'être attentive au moindre bruit de pas. Lola avance dans une autre rue que personne ne prend encore une fois. Et franchement, si cette personne prend cette ruelle, elle sait que là, c'est sûr qu'elle est suivie. Et bingo, le type prend également cette ruelle. Maintenant, elle en est sûre, elle est suivie à 100%. Il ne lui reste plus que 15 minutes avant qu'elle n'arrive en sécurité chez elle. Lola augmente le rythme de marche, sauf qu'à son grand désespoir, elle entend les pas de l'homme qui font de même. Ses doigts claquent encore plus vite et plus fort. Arrivée à l'avant-dernière rue où se trouve sa maison, c'est une très longue ligne droite. Aucune voiture ne passe, il n'y a pas une personne non plus dans cette rue. Mais le petit truc en plus, c'est que les lampadaires sont très espacés les uns des autres. À ce moment-là, elle l'entend rire et ça lui glace le sang.
Plus elle avance, plus le type derrière elle rigole de plus en plus fort. Mais c'est pas des rires chaleureux de style « ha ha ha, c'est marrant ». C'est plutôt des rires sadiques comme les méchants dans les films. À force de marcher, enfin, elle voit l'entrée de sa rue. Dès qu'elle rentre dans cette rue, elle court le plus vite possible. Elle tape le code du portail, monte à très grande vitesse les marches qui la mènent au palier. Elle se retourne une dernière fois et elle le voit. Il est dans le tournant de la rue, sous un lampadaire l'illuminant. Sa capuche cachant ses yeux, son col baissé et il sourit de toutes ses dents et lui fait un signe de la main. Et il tient un tissu blanc. Lola est pétrifiée et elle commence à pleurer de peur. Elle rentre dans sa maison et elle s'enferme dans sa chambre et elle pleure et elle se pose plein de questions. Qu'est-ce que ce mec lui voulait? Qu'est-ce que c'était que ce mouchoir blanc? Après ça, elle ne s'est plus fait suivre de l'année, mais quand elle est allée vers la gare, elle avait toujours peur de retomber sur lui. C'est une de ses pires peurs qu'elle a jamais eues et qu'elle n'oubliera jamais. Donc faites attention à vous dans la rue, tout le monde peut se faire suivre. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors moi je te jure que si tu me suis dans la rue, de trop proche, voilà, tu vas te faire sauter dessus par Cookie. Ah, il saute sur tout le monde, voilà, c'est un chien comme ça, c'est un chien qui saute sur tout le monde, de gentillesse, parce qu'il veut dire bonjour à tout le monde. Alors ça fait peur à des gens, forcément tu vois un labrador comme ça qui te fonce dessus, mais il est trop gentil. Enfin bref, ça ne colle pas avec le thread d'horreur, mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est quelque chose de flippant en 30 minutes, surtout en hiver. Ah, surtout en hiver, je sais pas pourquoi, mais en hiver c'est trop chiant parce que tu te dis c'est gelé par terre, enfin bref. Thread de fou, en France en plus. Hein. Donc voilà, je le dis, c'est en France. T'as pas besoin d'être aux États-Unis pour te faire suivre. Hein. Allez, on passe au troisième thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Charline et aujourd'hui elle a 18 ans. Mais ce dont elle s'apprête à nous raconter, s'est passé quand elle avait 14 ans. En été 2019, ses parents, sa sœur de 4 ans et elle décident de passer les vacances dans un camping dans le sud de l'Espagne. Bon, pour sa famille proche, les vacances riment avec toute la famille, c'est-à-dire son tonton, sa tata, sa cousine de 15 ans et son petit frère de 7 ans. Tout ce petit monde est parti ensemble. Bon, bien évidemment, ils sont pas partis dans la même voiture, hein. Ils avaient quand même 2 voitures pour ça parce que sinon ça ferait beaucoup. Ses parents, son tonton et sa tata avaient loué 2 mobil-homes. Ils ont eu de la chance car ils ont pu les avoir côte à côte. Ils sont arrivés au camping assez tard dans la nuit et ils ont dû attendre le lendemain matin pour pouvoir déposer leurs bagages, puisque le service du camping devait nettoyer tout ça et vérifier si tout était en ordre après le départ des précédents vacanciers. Le lendemain matin, ils ont pu déposer leurs affaires. Charline était trop heureuse. Le mobil-home dans lequel ils allaient séjourner était incroyable. Il faut savoir que dans celui de ses parents, il y avait une chambre parentale et une petite chambre avec un petit lit et un lit superposé. En tout, il y avait 3 lits. Sa cousine et elle ont décidé de demander si elle pouvait rester dormir dans son mobil-home, étant donné que c'était possible. Ses parents étaient d'accord et ceux de sa cousine aussi. Elles étaient vraiment trop heureuses. À ce moment-là, Charline, elle était convaincue que ça allait être les meilleures vacances de sa vie. Mais vous imaginez bien que si vous entendez cette histoire, c'est que c'est pas le cas. Bon, il y a un détail important à savoir sur les mobil-homes, c'est que la douche et les toilettes, la salle de bain en gros, étaient à l'extérieur du mobil-home, comme une sorte de petit cabanon mais dehors. Et ça voulait dire que pour aller aux toilettes ou prendre sa douche, il fallait sortir du mobil-home, marcher un petit peu dehors, puis arriver à leur cabanon. La journée, ça va, mais il faut également le faire la nuit. Autant vous dire qu'au début, ça lui faisait un petit peu peur pour sortir la nuit pour aller aux toilettes. Mais après, elle avait plus vraiment peur. Par contre, il y avait un truc qui était assez chiant. C'était qu'il fallait ouvrir le cabanon parce qu'il se fermait à clé. Alors, la nuit, sans lumière, elle avait parfois du mal à ouvrir ou fermer la porte et c'était super flippant. Les buissons bougeaient à cause du vent et ça faisait des petits craquements. Autant vous dire qu'elle essayait de faire le plus vite possible. Un soir, sa petite sœur était partie dormir dans l'autre mobil-home avec son cousin. Donc elle se retrouvait avec sa cousine, il était tard et elles ont décidé de faire une nuit blanche et de regarder les fameuses threads d'horreur. Ça leur faisait assez peur mais elles faisaient les grandes en mode elles avaient peur de rien. Les heures défilent, 1 heure, 2 heures et à 3 heures du matin, elles avaient giga peur. Bon, tu connais, généralement c'est une heure qui est associée à bon nombre d'histoires flippantes. Alors elles avaient les chocottes. Charline et sa cousine ne savent plus exactement quelle heure il est, mais à un moment elles ont décidé de se coucher. Mais avant, elles voulaient faire un petit pipi. Elles ont donc pris les clés, ont marché dans le petit jardin, puis sont arrivées devant le cabanon. La lumière était allumée, la porte n'était même pas fermée. C'est étonnant pourtant puisque les dernières personnes à y être allées, c'était elle, et elle avait bien tout fermé. Il faut savoir qu'un jour sur 2, c'était elle qui sortait pour verrouiller la porte, et un autre jour, c'était sa cousine. Et ce soir-là, c'était Charline, et elle savait pertinemment qu'elle l'avait fermée. Elle a eu peur, mais bon, elle s'est dit que ses parents y étaient peut-être allés. Au fond d'elle, Charline savait que
que c'était impossible. Au grand jamais, il n'aurait oublié de fermer la porte, et encore moins la lumière. Elles sont donc restées là quelques minutes devant la porte, ou quelques secondes, elles ne s'en souviennent plus vraiment, et enfin, elles ont décidé de rentrer. Là, son sang s'est glacé, au sens propre du terme. Faut savoir que dans la salle de bain, c'était une douche italienne, et la vitre était légèrement teintée. Un peu floue, mais assez pour voir quand même. Et justement, à travers la vitre, elle a pu distinguer un homme habillé qui se tenait debout dans la douche face au mur. Ah, pour vous dire, elle nous promet qu'elle ne pourrait même pas décrire la sensation qu'elle a ressentie. C'était au-delà de la peur, au-delà de la frayeur. Elle ne savait pas quoi faire, elle est restée là, debout, mis dehors, mis dans la salle de bain. Elle ne savait même pas pourquoi elle avait fait ça, mais elle s'est avancée. Elle a fait mine de se laver les mains, puis elle est sortie. Elle a refermé la porte et elle a couru jusqu'au mobil-home. Charline a couru jusqu'à sa cousine pour tout lui raconter, mais elle ne l'a pas cru. Autant vous dire qu'elle n'a pas pu dormir de la nuit. Le lendemain, elle en a parlé à ses parents, et eux non plus ne l'ont pas cru. Ils lui ont dit qu'elle avait sûrement fait un cauchemar et ils l'ont disputé de ne pas avoir refermé le cabanon soi-disant. Quelques jours sont passés, évidemment, elle n'est plus jamais retournée aux toilettes la nuit. La journée, elle embêtait sa cousine pour qu'elle vérifie toujours avant pour qu'il n'y ait personne. Et pendant une nuit, tout ce qu'il y a de plus classique, sa mère a hurlé « On se casse d'ici !» Elle les a tous levés, son père n'a rien compris à tout ça. Il était dans le gaz et il est allé chercher l'oncle et la tante, la sœur de Charline et son petit cousin. Et tout ce petit monde est retourné dans leur mobil-home et ils ont fait leurs affaires. Après ça, les adultes avaient annulé carrément la réservation de la semaine suivante. Bon, avant de partir, le service du camping a dû venir vérifier. Après ça, Charline a vu son père parler avec un homme du camping à part au loin comme ça là-bas. Et la dame qui regardait les chambres a demandé quelque chose en espagnol à sa mère. Puis enfin, Charline et sa famille est partie. C'est seulement sur une aire d'autoroute que la mère de Charline l'a prise à part. Et elle lui a dit qu'en allant aux toilettes durant la nuit, elle avait vu un homme, debout, habillé, fixant le mur dans la douche. Sa mère l'a alors serré très fort dans ses bras et elle s'est excusée de ne pas l'avoir cru. Elle lui a aussi dit que la dame avait demandé si elles n'avaient pas trouvé un double des clés, puisqu'apparemment les précédents vacanciers ne les avaient pas rendus. Elle ignore si c'est comme ça que l'homme est entré, d'ailleurs elle ignore toujours qui c'était. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont tous eu beaucoup de mal à retourner au camping après ça. Encore aujourd'hui, elle fait quelques cauchemars et elle ne se lève plus la nuit, car elle a peur de croiser quelqu'un la nuit. Elles ont décidé de dormir debout. Oh putain. Ouais, c'est... Ah ouais. Ok. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Elsa. Au moment de cette histoire, elle a 12 ans. Pendant les vacances d'été, Elsa invite une amie à venir chez elle pendant 3 jours et 2 nuits. Elles ont décidé de dormir dehors dans une tente. Elle nous dit qu'elle a l'habitude de faire du camping avec sa famille et franchement c'est trop cool. Au tout début, tout se passe bien. Son ami arrive et elles montent leur tente. La première nuit, c'est très bien passé. La deuxième journée passe et elles font du shopping, vont en ville, etc. La nuit arrive et elles regardent un film tranquille dans le salon d'Elsa, puis vers 23 h, elles vont dans son jardin pour aller se coucher. Bon, même si elle sait qu'il se passe jamais rien dans sa ville, elle prend au cas où un gros couteau avec elle dans sa tente, car elle regarde beaucoup de films et de threads d'horreur. Après avoir discuté, elles ont éteint la lumière et commencent à dormir. Bon, Elsa, elle a une petite habitude. Quand ses amis viennent, elle attend que ses amis s'endorment pour pouvoir dormir. Elle reste donc sur son téléphone, puis aux alentours de minuit 30, elle entend des bruits de craquement de branches. Elle ne s'inquiète pas spécialement puisque tout d'abord le bruit vient de chez ses voisins. Et puis elle se dit que c'est peut-être un chat, donc elle y fait pas très attention. Mais le bruit commence à bouger et ça se dirige vers elle, jusqu'à ce qu'elle entende que quelqu'un enjambe la haie qui sépare son jardin de celui de ses voisins. Elle commence un peu à s'inquiéter, cependant c'est déjà arrivé que quelqu'un enjambe la haie car ils sont bourrés. Elsa envoie donc un message à sa mère pour lui demander de regarder la caméra de sécurité au cas où. Puisque oui, sa famille a une caméra qui donne vue sur son jardin, là où se trouve la tente. Elle attend la réponse de sa mère, mais les bruits s'intensifient. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un message de sa mère qui lui dit de rester calme et de ne surtout pas faire de bruit. Elle commence à stresser et demande à sa mère ce qui se passe et elle lui répond « Il y a un homme proche de votre tente, il a un couteau à la main, ne bouge surtout pas, ne fais pas de bruit, j'appelle la police ». Là, elle est en état de choc. Son amie dort toujours et elle est seule avec un homme qui rôde autour de la tente et il est armé. L'homme fait plusieurs fois le tour de la tente puis il commence à l'ouvrir. La tente possède 2 parties. Une partie qui est censée être utilisée comme salle à manger puis une autre là où elles dorment. Chaque partie est séparée par un zip. Donc l'homme ouvre la première partie et se rapproche du deuxième compartiment.
Et vous l'avez compris, s'il se met à dézipper tout ça, il va comprendre qu'il y a 2 filles qui dorment dans cette tente. Forcément, avec le bruit, son ami se réveille et directement, Elsa lui met une main sur la bouche pour qu'elle ne crie pas. Elle connaît son amie et elle sait qu'elle stresse facilement. L'homme se rapproche tellement qu'il est à 2 secondes d'ouvrir le deuxième zip. Et là, heureusement, il y a un bruit qui retentit. La police est là. L'homme recule alors et il fait demi-tour pour s'échapper. La maison d'Elsa est construite de façon que le jardin arrive vraiment très proche de la rue. C'est seulement séparé d'une barrière facilement enjambable. Les policiers, quant à eux, passent par la maison et ils prennent la porte arrière pour les rejoindre. Elsa et son ami sont sous le choc et restent immobiles. Elles n'en reviennent pas de ce qui vient de se passer. Un groupe de policiers est parti à la poursuite de cet homme et l'autre groupe les a interrogés. Elsa a tout expliqué et ils les ont ramenés au poste de police pour prendre leur déposition. Après ça, ils n'en ont plus parlé pendant 1 an. Puis elle a enfin réinvité son amie. Et cette fois-ci, elles n'ont pas pu dormir sous la tente. À un moment, tout le monde se met à rigoler et cette histoire est revenue sur le tapis. Et là, ses parents lui ont expliqué la suite. L'homme a été arrêté et identifié. Cet homme avait un passé criminel pour kidnapping, agression 18+ et meurtre. Apparemment, ce type a vu Elsa rentrer chez elle à pied et il l'a suivie. Étant donné que les voisins étaient en voyage, il a squatté leur maison et il est passé à l'acte ce soir-là. Cette histoire l'a traumatisée et elle ne rentre plus jamais à pied. Et voilà mes petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces 5 threads d'horreur et si jamais c'est le cas, t'hésite pas, petit pouce bleu et abonnement. Et si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.